Je suis tombée dans les escaliers. J'ai répété cela mécaniquement pendant que l'infirmière des urgences examinait les marques rouges et vives sur mes bras. C'est ce que maman m'avait dit de dire si quelqu'un me posait la question. La même excuse que nous utilisions depuis des années. Je m'appelle Léa et à 20 ans, je me suis retrouvée assise dans la salle d'examen des urgences à 3 heures du matin, trempée jusqu'aux os, avec des brûlures au 2e degré cachées sous mon pull humide. Les événements qui m'ont menée ici ont commencé il y a seulement 1 heure, même si en réalité ils se préparaient depuis des années. Ma puce, a dit doucement l'infirmière dont le badge indiquait Sophie, j'ai vu beaucoup d'accidents d'escalier au cours de mes 15 années de service ici. Ce ne sont pas ce genre de marques. Elle a désigné du doigt le motif distinctif sur ma peau. Cela ressemble à, s'il vous plaît, ai-je chuchoté, l'interrompant brusquement. S'il vous plaît, ne faites pas ça. La vérité était que je n'étais tombée d'aucun escalier. J'avais préparé le dîner, essayant d'être silencieuse, essayant d'être parfaite, essayant de ne pas attirer l'attention, mais la casserole d'eau bouillante avait glissé, m'éclaboussant les bras. J'avais hurlé. C'était mon erreur. Maman avait encore bu. Papa était dans un de ses mauvais jours. Mon cri les avait tous les deux fait exploser. Sale gamine ingrate. Maman avait hurlé en saisissant mon bras brûlé. Tu ne peux même pas cuisiner sans faire de scène. Papa avait fait irruption, son visage affichant cette nuance de rouge dangereuse que j'avais appris à craindre. Sors d'ici, a-t-il hurlé. Si tu ne peux pas apprécier ce que nous faisons pour toi, dégage. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de m'excuser, mais ils m'ont poussé vers la porte. Dehors, la pluie d'automne tombait à verse sur les pavés de notre rue de banlieue parisienne. Je ne portais même pas de chaussures. Peut-être qu'une nuit dehors t'apprendra la gratitude, a ricané maman en claquant la porte. J'ai entendu le verrou se fermer. Je suis restée là, la pluie trempant mes vêtements, les brûlures sur mes bras me faisant hurler de douleur. Je n'avais nulle part où aller, aucun ami à proximité. Il s'en était assuré. Pas de téléphone. Il me l'avait confisqué la semaine dernière parce que j'avais eu un 14 sur 20 en mathématiques. Tu ne mérites pas de distraction, avait-il dit. Après avoir erré pendant ce qui m'a semblé être des heures, une voiture de police m'a repéré près de la mairie. Le brigadier Moreau a jeté un seul regard sur mes vêtements trempés, mes pieds nus et la façon dont je serrais mes bras, et m'a conduite directement à l'hôpital. Maintenant, l'infirmière Sophie me regardait avec ses yeux qui savent tout. Le genre de regard qui voyait clair à travers les excuses répétées et les mensonges pratiqués. Léa, a-t-elle dit doucement, utilisant mon prénom pour la première fois, ces brûlures ont un motif distinct. Elles correspondent à des brûlures à l'eau bouillante, pas à des chutes. Et il y a aussi des marques plus anciennes, ici et là. Elle a pointé du doigt des cicatrices décolorées que j'avais cessé de remarquer il y a des années. J'ai fixé le sol, comptant les carreaux. 1, 2, 3. Peut-être que si je les comptais tous, ce moment passerait. Peut-être que si je restais assez silencieuse, tout redeviendrait normal. Le normal n'était pas bon, mais au moins je le comprenais. Tes parents ont fait ça, n'est-ce pas? Sa voix était douce mais ferme. J'ai continué à compter les carreaux. 4, 5, 6. Ils t'ont enfermé dehors sous la pluie avec des brûlures non soignées. 7, 8. Les carreaux sont devenus flous alors que les larmes remplissaient mes yeux. Léa, regarde-moi. La voix de l'infirmière Sophie était bienveillante mais insistante. Je dois documenter ces blessures. Le brigadier Moreau attend dehors. Il a besoin de prendre ta déposition. Ce sont mes parents, ai-je chuchoté en levant enfin les yeux. Ils ne le font pas exprès. Ils se mettent juste en colère parfois. Et je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs. Je ne suis pas assez reconnaissante. Je ne le suis pas, arrête. Sophie m'a interrompu, le regard farouche. Rien de ce que tu pourrais faire ne justifierait que tu mérites cela. Rien. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Des années d'excuses soigneusement construites pour les protéger, à croire que je le méritais. Tout s'est effondré. Les sanglots venaient de quelque part profondément en moi, d'un endroit que j'avais verrouillé il y a longtemps.
Sophie m'a tenue pendant que je pleurais, faisant attention à éviter les brûlures qu'elle venait de penser. Quand je me suis enfin calmée, elle a repris la parole. Je vais te dire quelque chose d'important, Léa. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font depuis longtemps, ce n'est pas seulement mal. C'est criminel. Ce ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des chutes dans les escaliers. Ce sont des blessures délibérées infligées par des personnes qui auraient dû te protéger. J'ai commencé à secouer la tête. Mais elle a continué en disant que je n'y retournerai pas. Pas ce soir, plus jamais, à moins que je ne le choisisse. Mais d'abord, nous allons tout documenter. Chaque marque, chaque cicatrice, chaque accident. Ensuite, le brigadier Moreau va prendre ta déposition, et après nous allons nous assurer que tu sois en sécurité. Pour la première fois de la nuit, j'ai ressenti autre chose que de la peur ou de la douleur. C'était petit, à peine une lueur, mais c'était là. L'espoir. Les heures suivantes se sont déroulées dans un flou de photographies, de questions et d'examens médicaux. Le brigadier a noté chaque cicatrice, chaque marque, tandis que l'infirmière Sophie lui expliquait doucement chaque blessure en termes cliniques qui, d'une certaine manière, rendait tout cela plus réel. Multiples contusions à divers stades de guérison. Brûlures circulaires compatibles avec des marques de cigarettes, blessures défensives sur les avant-bras. Chaque description était comme une clé déverrouillant des souvenirs que j'avais essayé d'oublier. La fois où maman m'avait surprise en train de parler à un garçon au lycée. La nuit où papa avait perdu au poker. Le jour où j'avais eu un 16 au lieu d'un 18. À l'aube, la capitaine Laurence Bertrand est arrivée. Elle avait des yeux bienveillants mais un air sérieux qui me faisait me sentir plus en sécurité. Léa, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de mon lit d'hôpital. Je sais que c'est accablant, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute et cela ne se reproduira plus. J'ai serré la couverture plus fort contre moi. Ils vont s'inquiéter pour moi, ai-je chuchoté, n'y croyant pas vraiment moi-même. La capitaine Bertrand a échangé un regard avec le brigadier. En fait, Léa, ils n'ont pas signalé ta disparition. En réalité, quand les agents sont allés chez toi, ta mère a prétendu que tu étais partie loger chez une amie. Ton père a dit qu'il ne t'avait pas vu depuis des jours. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Même après tout, leur déni faisait mal. Nous avons trouvé ta chambre, a continué doucement la capitaine Bertrand. Les verrous à l'extérieur de la porte, la poignée manquante, puis elle s'est interrompue en consultant ses notes. La liste de gratitude clouée sur ton mur. J'ai tressailli. La liste de gratitude, un rappel quotidien de tout ce que je leur devais. Pour la nourriture, pour le logement, pour m'avoir permis d'exister. Il y a autre chose, a dit la capitaine en sortant son téléphone. Nous avons trouvé ceci dans le bureau de ton père. Elle m'a montré des photos de documents, mon acte de naissance, ma carte vitale, mes relevés bancaires. Ils ont accédé à tes comptes, Léa. L'argent que tu as gagné grâce à ton job étudiant à la bibliothèque municipale, l'argent de ta bourse d'études. Ils l'ont transféré sur leur compte. J'ai fixé les chiffres, me sentant anesthésiée. 3 ans à ranger des livres, à donner des cours de soutien, à économiser chaque centime, tout avait disparu. Ce n'est pas grave, ai-je dit automatiquement. Ils en avaient besoin pour les factures et non. Sophie m'a interrompu fermement. Elle n'avait pas quitté mon côté de toute la nuit. Ce n'est pas grave. Rien de tout cela n'est normal. La capitaine Bertrand a acquiescé. Nous engageons des poursuites. Abus financiers, violence physique, négligence, mise en danger de la vie d'autrui. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur ta sécurité. Où vais-je aller? La question est sortie toute petite, effrayée. Nous avons contacté ta tante Catherine qui vit en Haute-Savoie, a dit la capitaine. Catherine Vallet. Elle essaie de te joindre depuis des années. Tante Catherine, la sœur de maman. Je me souvenais à peine d'elle. Juste des câlins chaleureux et une odeur de cannelle. Elle avait arrêté de venir nous voir quand j'avais 12 ans après une énorme dispute avec maman. Elle est en route, a continué la capitaine. Elle devrait être ici ce soir. D'ici là,
tu resteras sous observation à l'hôpital. Nous avons déjà déposé une ordonnance de protection d'urgence contre tes parents. Mes parents. Les mots semblaient étranges maintenant, déconnectés des personnes qui m'avaient élevé, ou plutôt des personnes qui m'avaient blessé. Ils seront en colère, ai-je chuchoté. Ils seront arrêtés, a corrigé la capitaine Bertrand. Nous avons assez de preuves pour plusieurs chefs d'accusation criminels. Ils ne te feront plus de mal. L'infirmière Sophie a serré ma main. Léa, tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt sur le fait que ce n'était pas de ta faute. J'ai hoché la tête. Eh bien, je veux que tu te souviennes d'autre chose aussi. Tu es incroyablement forte. Tu as survécu. Et maintenant, tu vas pouvoir vivre. Le mot a résonné dans mon esprit. Pas survivre, pas endurer, vivre. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital, j'ai senti quelque chose changer en moi. La peur était toujours là, mais à côté d'elle se trouvait quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à une possibilité. La capitaine Bertrand est partie pour s'occuper de la paperasse, promettant de revenir. Le brigadier Moreau montait la garde devant ma porte, et l'infirmière Sophie est restée, me racontant des histoires sur sa propre fille, sur une vie de famille normale, sur un monde où l'amour ne laissait pas de cicatrices. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisée à imaginer un avenir différent, un avenir où je n'avais pas à être parfaite, un avenir où les erreurs ne signifiaient pas une punition, un avenir où je pouvais simplement être moi-même. Tante Catherine arrivait, Annecy m'attendait, et quelque part dans un petit coin de mon cœur, l'espoir devenait plus fort. 6 mois plus tard, je me tenais devant mon miroir dans la maison de tante Catherine face aux montagnes, me reconnaissant à peine. Les cernes sous mes yeux avaient disparu et j'avais repris le poids que la discipline de mes parents m'avait volé. Mais le plus grand changement n'était pas physique. C'était dans mes yeux. Ils n'avaient plus cet air hanté. Le procès de mes parents s'était terminé la semaine dernière. La capitaine Bertrand avait tenu sa promesse, constituant un dossier solide avec les dossiers hospitaliers, les documents financiers et mon témoignage. Je les ai affrontés au tribunal, ma voix tremblante mais forte pendant que tante Catherine me tenait la main. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison chacun. Le juge avait été particulièrement sévère après avoir vu les photos de ma liste de gratitude et entendu parler de la porte verrouillée, des brûlures et des années d'abus systématiques. Quel genre de parents, avait-il dit, sa voix lourde de dégoût, enferment leur enfant blessé dehors sous une pluie glaciale. Maman avait pleuré, prétendant qu'elle avait tout fait pour mon bien. Papa était resté silencieux, ne croisant pas mon regard. Aucun des deux ne s'était excusé. Tu l'as fait, ma grande, a dit tante Catherine en apparaissant dans l'embrasure de ma porte. Elle m'avait accueilli sans hésitation, m'aidant à m'inscrire à l'université locale, me trouvant un thérapeute, me montrant ce qu'était une vraie famille. J'ai reçu une autre lettre de sa part aujourd'hui, ai-je dit doucement. De la prison. Le visage de tante Catherine s'est assombri. Tu n'es pas obligé de la lire. Je sais, j'ai touché l'enveloppe non ouverte, mais mon psychologue dit qu'il est important pour ma guérison de faire mes propres choix concernant les contacts et aujourd'hui je me sens assez forte pour la lire. Elle a hoché la tête, compréhensive comme toujours, veux-tu que je reste? S'il vous plaît. Nous nous sommes assises sur mon lit, mon vrai lit dans ma vraie chambre avec une porte qui se verrouillait de l'intérieur. Et j'ai ouvert la lettre. C'était de maman. Son écriture habituellement parfaite était tremblante. Léa, le conseiller de la prison dit que je dois comprendre ce que nous avons fait de mal. Mais tu as toujours été si difficile, si ingrate. Tout ce que nous avons fait était pour te rendre meilleure. Maintenant tu as ruiné nos vies. Ton père ne peut plus me regarder. Nos amis nous ont abandonnés. Tout est de ta faute. J'ai arrêté de lire, un calme m'envahissant. Il y a 6 mois, ces mots m'auraient brisé. Maintenant, ils me rendaient juste triste. Ça va, a demandé doucement tante Catherine. Oui, ai-je dit, surprise de constater que c'était vrai. Ils ne comprennent toujours pas. Ils ne comprendront jamais. Mais ce n'est plus mon problème. Je me suis levée et j'ai marché vers mon bureau, sortant la lettre d'admission que j'avais reçue hier. J'ai été acceptée en école d'infirmière, ai-je annoncé,
avec une bourse complète. Le visage de tante Catherine s'est illuminé. Léa, c'est merveilleux. L'infirmière Sophie m'a écrit une lettre de recommandation, ai-je expliqué. Elle a dit que parfois les meilleurs soignants sont ceux qui comprennent ce que cela signifie d'avoir besoin de guérison. Des larmes ont rempli les yeux de ma tante. Tes parents se sont trompés sur tellement de choses, mais surtout sur toi. Tu es extraordinaire. Je l'ai serrée dans mes bras, respirant l'odeur familière de la cannelle et du foyer. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Si, tu aurais pu, a-t-elle dit fermement. Mais je suis tellement heureuse que tu n'aies pas eu à le faire seule. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise à ma fenêtre en regardant le coucher de soleil sur les Alpes peindre les montagnes d'or. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophie. Elle prenait régulièrement des nouvelles depuis cette nuit aux urgences. J'ai appris pour l'école d'infirmière, tellement fière de toi, tu vas changer des vies. J'ai souri en pensant à cette jeune fille terrifiée qui comptait les carreaux du sol aux urgences. Elle avait survécu. Elle avait témoigné. Elle s'était reconstruite pièce par pièce avec l'aide de personnes qui lui avaient montré à quoi ressemblait le véritable amour. La lettre de la prison gisait déchirée sur mon bureau, mais elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Mes parents avaient essayé de me briser, mais ils avaient échoué. Au lieu de cela, ils m'avaient forcé à trouver ma force, ma voie, mon avenir. Demain, je commencerai à étudier pour mes examens. Dans quelques années, c'est moi qui aiderai les enfants effrayés dans les services d'urgence, leur montrant que la survie était possible, que l'espoir était réel, qu'ils méritaient mieux. Mais ce soir, je suis juste restée assise dans ma chambre sûre, dans ma maison sûre, et j'ai regardé le soleil se coucher sur mon ancienne vie pendant qu'une nouvelle m'attendait à l'horizon. Je m'appelais Léa Vallet maintenant, ayant pris le nom de ma tante. J'étais une survivante, une future infirmière et enfin libre. Et quelque part dans un service d'urgence, un autre adolescent effrayé comptait les carreaux du sol, attendant que quelqu'un voie sa douleur, lui dise que ce n'était pas de sa faute, lui montre la sortie. Peut-être qu'un jour, ce quelqu'un, ce sera moi. Parce que la survie n'était pas seulement mon but ultime, c'était ma ligne de départ. Cette histoire est un témoignage puissant de la résilience humaine face à l'adversité la plus sombre. En France, la question des violences intrafamiliales et de l'emprise psychologique est un sujet majeur de santé publique et de justice. Ce récit met en lumière non seulement la souffrance invisible de nombreuses victimes, mais aussi le rôle primordial des sentinelles de notre société comme les infirmiers, les policiers et les travailleurs sociaux. Le parcours de Léa, de la chambre d'hôpital au banc de l'école d'infirmière, illustre parfaitement comment un traumatisme peut être transformé en une vocation tournée vers l'autre. La reconstruction de soi après des années d'abus financiers et physiques demande un courage immense, et le soutien d'un environnement bienveillant, comme celui de sa tante, est souvent le catalyseur nécessaire à cette renaissance. Il est essentiel de rappeler que personne ne mérite de subir de tels traitements et que des structures d'aide existent pour briser le cycle du silence. La force de Léa réside dans sa capacité à ne plus se définir comme une victime, mais comme une actrice de son propre destin, capable d'apporter à son tour la lumière qu'elle a reçue. Et vous, que pensez-vous de la manière dont le personnel médical a géré la situation de Léa, et croyez-vous que les expériences traumatisantes de la vie peuvent réellement faire de nous de meilleurs professionnels dans le domaine du soin ?